démêler les pinceaux, démêler le sens des œuvres et partir à la rencontre des artistes qui animent le monde de l'art contemporain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Démêler les pinceaux. Dans cet épisode, nous vous emmenons suivre la construction d'une exposition de l'artiste américain Daniel Turner, de sa recherche de matériaux dans la prison de Forêt à Bruxelles, jusqu'à l'installation de ses œuvres dans les salles du MAX, le musée des arts contemporains, au Grand Ornu. Nous suivrons ainsi le voyage en plusieurs étapes d'un objet a priori banal, un radiateur, qui, avant de devenir pièce maîtresse de l'exposition de Daniel Turner, devra être soumis à de nombreuses transformations que lui imposera l'artiste. Comme nous le verrons au cours de cette histoire, tous les objets extraits de la prison de Forêt ne subiront pas le même sort. Certains seront simplement sélectionnés pour être exposés tels quels et destinés à transmettre une charge émotionnelle aux visiteurs à travers leur forme brute. D'autres encore, d'abord présélectionnés par l'artiste, ne seront finalement pas retenus, leur force étant jugée insuffisante pour rivaliser avec les grands murs blancs du musée. Nous vous emmènerons aussi dans les coulisses du montage de l'exposition. Là où tout se décide et où, tel un chef d'orchestre, l'artiste met en scène, au fil de ses incessants allers-retours et essais, la disposition parfaite qui lui permettra de faire revivre aux visiteurs l'intensité dont il a fait l'expérience dans la prison de Forêt. Daniel Turner naît en 1983 à Portsmouth, dans l'État de Virginie, sur la côte est des États-Unis. Son père est ferrailleur et à ses côtés, le jeune Daniel Turner assiste à de nombreuses transformations du métal. Devant lui, son père découpe des navires entiers venus du chantier naval où il travaille. Cet environnement particulier influence profondément sa future pratique artistique. Après une enfance sur la côte Est, le jeune Daniel Turner traverse le pays et étudie au San Francisco Art Institute en Californie. Mais quelques années plus tard, alors que sa carrière d'artiste démarre, il est interné en hôpital psychiatrique à la suite d'un brusque décrochage avec la réalité. C'est lors de ce séjour en hôpital psychiatrique que Daniel Turner a une nouvelle prise de conscience. Les lieux investis par les humains, et en particulier les lieux de confinement et les sites industriels, sont imprégnés par la vie qui les occupe et les interactions qui s'y déroulent. Cette nouvelle idée est décisive pour son travail car à partir de ce moment-là, et pour chaque nouvelle exposition, Daniel Turner s'intéresse à un site spécifique pour en extraire des objets ou des matériaux qui, une fois exposés, ont la tâche difficile de transmettre la charge émotionnelle du lieu aux visiteurs. The basis of my practice is more or less archaeological. This idea of locating a site and then going into the site and mining the site. I mean, when I speak about this working process, I speak in terms of mining, because in a sense, I'm working as an amateur miner, locating materials, digging for materials, the extraction of materials. En d'autres termes, Daniel Turner explique qu'il peut être perçu comme un archéologue ou comme un mineur amateur. Son travail consiste à situer des matériaux, creuser pour arriver jusqu'à eux et enfin les extraire. Le choix des lieux d'extraction n'est pas non plus laissé au hasard, et l'artiste s'intéresse la plupart du temps à des lieux qui sont sur le point d'être démolis ou transformés. Des anciens hôpitaux, des anciens laboratoires ou des anciennes usines. En 2024, pour son exposition au MAX, Daniel Turner a eu l'opportunité de travailler dans un lieu bruxellois emblématique, la prison de Forêt. Située sur l'avenue de la Jonction, la prison de Forêt, aujourd'hui définitivement fermée, a ouvert ses portes en 1910. Elle a été conçue selon un modèle qualifié de cellulaire et imaginée pour séparer les détenus dans leur quotidien. Son bâtiment est représentatif des établissements pénitentiaires du XXe siècle et se déploie en 4 ailes disposées en forme d'étoile et reliées au centre par des bureaux de surveillance. En 1921, une annexe psychiatrique vient compléter la prison de Forêt. Quelques décennies plus tard, dans les années 1980, la prison fait face à ses premiers problèmes de surpopulation. Les cellules, qui ont la modeste superficie de 9 mètres carrés et qui sont initialement prévues pour une seule personne, doivent désormais en accueillir 2, voire 3.
Les détenus de la prison de Forêt connaissent alors de nombreuses difficultés liées au manque de place et au manque d'infrastructures essentielles. La prison est insalubre et tout y est usé. En 2012, alors qu'elle ne compte que 405 cellules, la prison de Forêt accueille 706 détenus. La situation est telle qu'un an plus tard, en 2013, le CPT, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, juge les conditions de détention de la prison de Forêt dégradantes. Près de 10 ans plus tard, ces derniers détenus sont transférés au tout nouveau village pénitentiaire de Harren, situé en périphérie de Bruxelles et à quelques kilomètres de la prison de Forêt. Évacué quelques mois seulement avant son intervention, les matelas des détenus jonchent encore les sols lorsque Daniel Turner arrive à la prison de Forêt. Pour s'imprégner du lieu, et dans le but d'en explorer tout le potentiel émotionnel, il photographie soigneusement les différentes salles de la prison et les objets qui l'occupent. Au travers de plus de 1000 photographies, la prison est passée au peigne fin par l'artiste qui en capture tous les détails. Quelques détenus venus des prisons voisines ont été embauchés pour revenir dans cet ancien lieu de détention et y trier les objets, meubles et déchets qui s'y trouvent encore. Après les avoir longuement observés, Daniel Turner et les équipes du musée embarquent de nombreux objets de la prison de Forêt. Parmi ces objets, certains retiennent particulièrement l'attention de l'artiste. Les matelas usés sur lesquels les détenus dormaient, des tables à manger, des cruches en plastique et aussi une horloge, qui fonctionne encore lorsque l'artiste explore pour la première fois le lieu. Cette horloge, marqueur du temps déformé de la prison, Daniel Turner en fait enregistrer le son pour l'utiliser dans son exposition. Il en tire une bande sonore qui, une fois superposée à ses photographies, fait revivre aux visiteurs de l'exposition l'ambiance glaciale de la prison. Cette froideur, Daniel Turner en est particulièrement marqué, car elle est paradoxale, alors que l'architecture de la prison est particulièrement froide et est pensée avant tout pour isoler le plus possible les détenus. Une certaine chaleur humaine semble encore habiter le lieu. Ici, comme ailleurs, la vie humaine enfermée au sein du bâtiment en a profondément imprégné les murs et les meubles. C'est alors, au centre de ce lieu d'isolement et coupé du monde extérieur, que les yeux de Daniel Turner se posent sur un élément bien particulier, les radiateurs de la prison. Ces radiateurs, ce sont eux qui chauffent, sans les distinguer, les détenus comme les gardiens de la prison. Mais surtout, cette chaleur vient elle aussi contredire l'ambiance glaciale du lieu d'enfermement. Comme un réseau sanguin dans un corps humain, c'est par leur fluide que les radiateurs réchauffent l'ensemble des individus qui s'y trouvent, et par leur connexion, de radiateur en radiateur, de salle en salle, ils créent un réseau qui connecte chacun de ces individus, tous réchauffés par le même liquide. C'est pour toutes ces qualités, et aussi peut-être selon une intuition pour une part inexplicable, que l'artiste décide de les extraire de la prison de Forêt. Alors, sous les indications de l'artiste, l'équipe du musée détache les radiateurs des murs de la prison et les découpe pour pouvoir les emporter. Éventrés, les radiateurs laissent s'écouler leur liquide. Enfin, chargés dans un camion, ils quittent Bruxelles vers la première étape de leur périple. Les fonderies de la Scarpe, située à Saint-Laurent-Blangy, une commune périphérique d'Arras, dans le nord de la France. C'est ici, dans un immense hangar recouvert de tôle bleue, que des dizaines d'employés de la fonderie s'affairent à fondre et à mouler du métal pour produire près de 250 tonnes de pièces chaque mois. Dans ce hangar, le bruit des machines est continu. Habillés en tenue de protection réfléchissante, les ouvriers aux allures de cosmonautes remplissent des cuves entières de métal en fusion. Malgré les précautions employées, l'un d'entre eux nous confie qu'il n'est pas rare d'assister à des accidents. Selon les souhaits de l'artiste, les radiateurs découpés sont placés dans des cuves brûlantes pour y être fondus. Ici, c'est le matériau pur qui intéresse Daniel Turner, et l'objet originel est totalement transformé pour devenir méconnaissable. Pour pouvoir accueillir ce métal en fusion, l'artiste a dessiné un moule sur mesure que les spécialistes de la fonderie construisent. La forme qu'il a choisie est des plus élémentaires.
D'un objet complexe et texturé fait de tuyaux tordus, les 50 radiateurs sont transformés au cours de ce processus en 2 barres rectangulaires, homogènes, lisses et légèrement chromées, pesant chacune 600 kg. I'm looking for objects of interest visually, but I'm also looking for particular alloys of metals that I can machine or I can melt. And I'm thinking about metals in terms of how those metals may be used historically. So, for instance, copper is used for its antimicrobial properties. It's used in hospitals too, so germs are not transmitted. So certain metals have certain property that exist outside of their makeup, and then those can be relayed to other industries. Copper, for instance, is a great inductor of heat. Dans cet extrait, Daniel Turner explique que quand il ne choisit pas des objets pour leurs propriétés visuelles, c'est-à-dire quand il n'extrait pas des objets pour les exposer tels quels, il choisit un matériau pour ses propriétés spécifiques. Le métal est donc une matière particulièrement intéressante pour lui, car ses propriétés sont multiples. Les différents métaux sont plus ou moins malléables, on peut leur donner la forme que l'on souhaite à condition d'avoir le moule adéquat. Ils sont conducteurs de chaleur, voire antiseptiques pour certains, comme pour le cuivre. Dans le cas spécifique des radiateurs, les objets sont privés de leur forme pour être réduits à leur matière et à leurs propriétés essentielles. La conduction de chaleur dans l'espace partagé de la prison ou du musée. Revenons à présent aux objets retenus pour leurs propriétés visuelles et dont la forme est conservée ou à peine transformée par l'artiste. Ceux-là ont aussi la tâche de retransmettre au public du musée l'ambiance très particulière de la prison de Forêt. Seulement, ils doivent le faire par leur simple présence. Pour y parvenir, c'est à l'artiste de trouver, pour chacun de ces objets, sa place idéale dans les salles du musée. C'est l'étape du montage de l'exposition. Nous voilà enfin arrivés au montage de l'exposition. C'est lors de cette étape qu'on dispose et accroche les œuvres choisies dans le lieu d'exposition, selon un plan plus ou moins préétabli, afin d'y apporter la plus grande clarté, la meilleure narration ou encore la plus forte puissance émotionnelle, selon les besoins du travail présenté. Pour Daniel Turner, c'est ici que tout se joue. Car ce travail est extrêmement précis et demande une grande attention. Chaque objet doit trouver sa place parfaite dans les salles du musée pour s'accorder totalement avec les autres. Tous les jours, pendant près de 2 semaines, Daniel Turner déplace, retourne et empile les dizaines d'objets récupérés dans la prison. Une salle de l'exposition le préoccupe en particulier. Cette salle, c'est celle qui doit accueillir les matelas des détenus. 1001 questions tournent dans la tête de l'artiste. Pour une raison qu'il ignore encore, cette exposition est plus difficile que les autres. Just moving the materials around just to see what works, what's not working. So this is really just sketching at this point. Trying to I'm just looking at volumes of material and trying to. I'm not sure yet. Cela fait 1 semaine qu'il travaille sur la même pièce, dans la même salle, avec les mêmes objets. Il est difficile pour lui d'expliquer pourquoi cela met plus de temps cette fois-ci. Peut-être est-ce la variété des objets et des matières qu'il tente d'assembler. Table en bois, matelas en mousse, lampes en plastique noir, tubes en métal et cruches en plastique. Les tables et les cruches surtout sont des éléments très narratifs. Or, dans le travail de Daniel Turner, l'expérience du visiteur, l'émotion qu'il tente de recréer, doit rester plus ou moins abstraite. Le parcours qu'il veut créer n'est pas celui d'un récit, où l'on retrouverait pas à pas la journée d'un détenu dans la prison. Au contraire, ce qui est important ici est le ressenti brut qui émerge selon lui d'une relation directe avec la matière et le poids émotionnel de chaque objet, qui constituent, ensemble, l'atmosphère de la prison de Forêt. Pourtant, au lieu de trouver leur place naturellement dans l'exposition, comme certains objets peuvent le faire, ceux-ci lui résistent. Les matelas d'abord, mais aussi les lampes, les cruches et les panneaux de bois qu'il voudrait y disposer. Des heures durant, l'artiste fait les 100 pas dans la salle d'exposition. Un seul élément, parmi ceux présents dans la salle, n'est pas issu de la prison. Une simple chaise disposée au milieu de la pièce, sur laquelle l'artiste s'assoit lorsqu'il a besoin de recul pour observer sa composition.
Au centre de celle-ci, entourée de cruches en plastique et de vieux câbles, se trouve une autre pièce maîtresse de son exposition. C'est une simple table issue de la prison que l'artiste a découpée afin d'y placer une petite cuve rectangulaire en acier inoxydable prête à accueillir un liquide bien particulier. Ce liquide, huileux, en plus d'être une des transformations les plus complexes que l'artiste impose aux matériaux, est emblématique de sa démarche, car il ne représente rien d'autre que la table elle-même, réduite à sa composition la plus essentielle. Pour y parvenir, l'artiste utilise un outil tout droit issu des laboratoires de chimie, l'extracteur de Soxhlet. Grâce à un ensemble de réactions chimiques, l'extracteur transforme la poudre de bois de la table en liquide. Cette huile est l'essence de la table pour l'artiste. Elle est son essence non pas en ce qu'elle représenterait uniquement la table comme objet isolé et réduit à une existence essentiellement individuelle, mais parce que cette huile est le résultat de toutes les interactions que la table a connues au fil du temps. Des détenus s'y sont attablés, des bras s'y sont appuyés, et des conversations s'y sont échangées. Toutes ces interactions qui se sont déroulées sur et autour de la table l'ont transformée en symbole de la vie carcérale, et l'huile en est un condensé. Quand Daniel Turner verse ce liquide dans la cuve elle-même incrustée dans la table, c'est donc une partie de l'histoire de la prison qu'il y verse. Avec cette touche finale, Daniel Turner a enfin trouvé l'équilibre. Au mur, il a accroché les lampes de la prison, des gros spots industriels qui semblent scruter le passage des visiteurs comme s'ils étaient les détenus, et les lampes les gardiens. Les matelas ont aussi trouvé leur place. Ils sont soigneusement entassés dans un coin de la pièce. Mais quiconque s'en approche se rend tout de suite compte de l'état dans lequel ils sont. Les matelas sont tellement usés qu'ils ressemblent à du carton. Ce sont eux qui, recouverts d'une matière craquelée par l'usure, accueillaient toutes les nuits des détenus à Forêt, il y a de cela quelques mois seulement. Les housses sont pleines de taches. Sang, moisissure ou café, il est difficile de les identifier. Au fond de la pièce se trouve la table et son huile, et, à ses pieds, parmi d'autres matières éclatées, des néons rompus par l'artiste. La violence de la scène contraste avec son immobilité absolue. Comme si tout ce qui s'était passé là avait irrémédiablement refroidi jusqu'à se figer. Mais cette immobilité n'est qu'apparente car dans l'invisible, les objets vibrent selon une fréquence qui, si l'artiste a réussi son pari, nous livre l'esprit de la prison de Forêt. If you're in tune enough, you can pick up on these frequencies. And I believe that actions imbue materials. And I certainly wouldn't be the first person to believe in the invisible. It would only make sense that the conversations that we've had or the actions that have taken place in a room, that materials bear witness of those actions. I think that's quite possible. Merci à vous d'avoir écouté Démêler les pinceaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à noter cet épisode et à nous rejoindre sur Instagram. À bientôt!